Bienvenue, Jean d'Arc Volant, Jean d'Arc. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Kwei, Aninu, bonjour. Je vous cède la parole, mais avant, je vous remercie à nouveau d'avoir accepté de vous joindre à nous à cette occasion. Je vous en prie. Ben, je tiens d'abord à vous remercier de me donner le bâton de parole. Miigwech à vous. Comme vous le savez, mon nom c'est Jean d'Arc Volant. Mes écrits poétiques ou scientifiques, je le signe sous le nom de Handak Bona. Parce que, comme un moyen dissident, c'est la dissidence, je ne reconnais pas mon nom baptisé. Ça fait que j'utilise Anino, ça fait Handak Bona. Je trouve que ça fait très beau. Bienvenue, Handak. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi vous voulez savoir. Je suis Innu. Je fais partie de la nation Innu qui compte environ 15 000 de population, située sur la côte nord à Québec. Nous sommes un peuple colonisé. Aujourd'hui encore, j'ai 64 ans et je suis un enfant de l'État. Nous vivons sous l'oppression de l'État et de la province du Québec aussi. Il ne reconnaît même pas la discrimination systémique. C'est ma réalité de femme autochtone actuellement. Nous sommes beaucoup... il y a une voie de révolte ou de résistance, plutôt de résistance, qui est en train de se former par la voix de nos jeunes. Nous, à mon âge, je n'ai fait que déblayer le terrain. C'est comme ça que je vois le manteau que j'ai en tant que militant politique et féministe. J'ai un engagement politique par ma poésie. C'est le moyen que j'utilise ou par les conférences, etc. J'essaie de prendre toutes les tribunes possibles. Je suis quelqu'un qui est quand même, comment je dirais ça, connu, reconnu aussi. Fait que je vais commencer par prière d'une famille nous. C'est mon poème fétiche. Je me présente devant toi, Nigawi-Assi, pour te remercier de m'avoir donné la chance de vivre au son du tambour de mes ancêtres. Mon cœur bat au rythme des chants Innu et à travers leurs paroles, je perçois la nostalgie d'un temps révolu. Aujourd'hui, je me demande comment effectuer le saut dans la modernité. Nigawi-Assi, nous sommes tes enfants et nous sommes perdus. En l'espace de 400 ans, mes ancêtres ont vécu un choc culturel par le contact d'une civilisation inconnue. Nous avons perdu notre liberté par la sédentarisation, égaré nos enfants par les pensionnats. Nous sommes devenus dépendants des autres. Aide-nous, Nigawi-Assi, à retrouver mon parcours. Comment concilier le passé et le présent pour tracer la voie de l'avenir de notre nation? Donne-nous la possibilité de poursuivre notre destinée. Aujourd'hui, je suis devant toi et je tiens une infime partie de toi dans mes mains pour te prouver ma profonde dévotion. Car comme mes ancêtres, je crois en toi. Imprègne-moi de ta force régénératrice pour refaire mon univers Innu. Pardonne-moi, Nigawi-Assi, d'avoir perdu la voix et les traces de mes Nmoshomet Maknogomet. Ils chantent, mais je ne les ai pas entendus, car la voix de l'oppresseur a été la plus forte. Ils ont parcouru le territoire à pied, en canot et en raquette, mais les traces du colonisateur les ont effacées. J'ai choisi un faux Dieu et nos esprits se sont tus. Nos tentes tremblantes se sont immobilisées. Par notre ignorance, nous avons été subjugués par l'autre. Nigawi-Assi, donne à tes enfants descendants des Premières Nations la possibilité de reprendre le pouvoir de leur vie individuelle et collective avec une vision autochtone. Les Autochtones sont en période de guérison, cicatrisent leurs blessures
car une nouvelle ère se présente, celle de notre historicité. Je suis une femme Innu, et pour tous ceux et celles qui aspirent au mieux-être de notre nation, donne-leur la persévérance de continuer, le courage et la sagesse de nos ancêtres pour tracer la voie de l'avenir de nos générations futures. Aide notre nation à s'unifier dans nos revendications et à la défense de nos droits. C'est notre Nigawiasi. C'est mes grands-pères et mes grands-mères. Nigawiasi, nous autres, c'est la terre-mère. Dans le sens que le Nitassinan, qu'on appelle notre territoire, elle ne nous appartient pas. C'est pas comme les autres vont le voir comme une propriété privée. Nous autres, on est seulement les gardiens pour les générations futures. La découverte du haïku a été importante pour moi. Cette forme d'écriture rejoint mes valeurs, notamment celle du nomandisme de mes ancêtres. Je deviens en quelque sorte un chaman contemporain qui utilise des mots épurés, mais imprégnés d'une forte émotion selon mes états d'âme. Je poursuis une voie autre que mes ancêtres, chamans, puisque je jongle avec des mots qui font ressortir des moments intenses en lien avec ma spiritualité et ma spécificité innu. Mes haïkus sont un hymne adressé aux grands esprits. Cela me permet de divulguer ce qui est imperceptible pour les autres, autant pour dénoncer certaines facettes de notre réalité de Première Nation de ce pays. Je me sens comme un joueur de Théohagen, en communication directe avec le monde des songes. Écrire est devenu une forme de survie, car j'utilise un médium contemporain afin de parler de ma situation de femme Innu, chevauchant la réalité de deux peuples. Je me dévoile par la diffusion de mes poèmes. Je partage une partie de mon âme et je m'ouvre au monde. Après tant d'années, des pas hantent encore ces nuits tensionnant indien. Quasi te point, pedo epedandel de carunellement tensionnant. C'est ma langue innu. Veillée funèbre, cornée par l'enfilage des perles, les mères de grand-mère. Le tambour sacré du guérisseur Innu, je l'entends encore. Thé du Labrador, l'odeur de la toundra de la Matos. Premier jour du mois, sur un carré de miroir, 2 lignes blanches. Paiement d'épicerie, sortir sa carte indienne devant tous ces blancs. Ces haïkus-là, ils représentent un peu notre vie aussi. On se dévoile, c'est un striptease émotionnel, de A à Z. Là. Et c'est l'histoire de la co-auteur Louve Mathieu. Lit d'enfant. S'agripper aux fleurs du drap avant la pénétration. Il dit c'est un lit d'enfant. L'enfant s'agrippe aux fleurs du drap. Avant la pénétration, c'est un viol. Un adulte est en train de violer cet enfant-là. C'est ça, ça veut dire. Au point de vue des pensionnats indiens, je vais vous dire l'histoire. Je n'ai pas connu les pensionnats indiens, moi. Je suis une féministe. On part en autobus avec plusieurs femmes. Il y a des familles, nous. Je suis tout contente. On est au sous-sol. Ça va être frais. On est à Québec. Mais ma copine n'est pas bien. Là, elle me dit, Jean-Dac, elle dit, j'aimerais ça qu'on aille coucher en haut. J'ai dit, on va mourir de chaleur, je suis avec elle. Là. Puis là, elle dit, je ne dormirai pas de la nuit, moi. J'ai dit, comment ça?
Elle dit, viens, alors on s'en va, puis elle me raconte son histoire. Elle a été au pensionnat indien, puis elle n'est pas capable de coucher du tout au sous-sol, il faut autant qu'elle soit le plus haut possible. C'est une question de sécurité. Même, elle barre ses portes au complet. Quand j'étais chez elle, elle me l'a montré. Sa porte de chambre est barrée, t'as 3 barrures. C'est puis sécuritaire, là. J'ai tellement fait un saut, là. Puis, je monte en haut pour elle, et moi j'ai... Puis dans la nuit, elle se réveille, là, elle crie. Je descends avec elle, puis elle m'a raconté son histoire, mais c'est pour elle que j'ai fait ce écho-là. Comment ce traumatisme-là est encore présent? Parce que c'est des viols aussi, hein, les pensionnats. On attendait les pas du frère, c'est des frères des missionnaires. Elle dit, ils venaient chercher une. Elle dit, quand on attendait ça, là, il y en a une qui se faisait violer dans le nuit. Fait que c'est un peu ça, notre histoire. Surtout avec les pensionnats indiens. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire des Autochtones? Oui, sûrement, là. On en connaît un peu, mais vu que ceci n'est pas uniquement destiné à ce groupe-là, mais en général, vous pourriez, si vous le souhaitez, le présenter brièvement. Les pensionnats indiens, c'est le gouvernement qui voulait tuer l'Indien dans l'enfant, à partir des enfants. D'ailleurs, il y a une cisure, là, il y a une coupure. Les enfants sont obligés d'y aller. Si les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants, ils viennent le chercher. Ils les enlèvent, autrement dit. Les enfants sont dans des pensionnats, quasiment 10 mois par année, et ils sont maltraités. Ils arrivent au pensionnat, ils sont coupés des cheveux bien carrés. On les habille comme si c'était dans un ghetto, là. Ils ont tous quasiment le même linge, et ils sont maltraités. Autant qu'on est une population, nous autres, qui ne connaissait pas la violence, ou très peu, parce que notre survie, quand on était en territoire, notre survie dépendait que ça va bien dans le clan. C'était une question de survie. Ça fait qu'on essayait toujours de s'arranger que ça va bien. Là. Fait qu'ils sont élevés pas mal libertaires aussi. Ils arrivent là-bas, c'est complètement le contraire. La discipline est là, ils n'ont pas le droit de parler leur langue inno. Ils sont là plusieurs années. Là. Quand ils reviennent chez eux, ils ne sont pas capables d'avoir un lien avec leurs parents parce qu'aux autres, ils ont perdu leur langue. Les pensionnaires, ils ont perdu leur langue. Ils ne sont pas capables de discuter avec leurs parents qui ne parlent pas la langue de l'autre. En fin de compte, ils deviennent des étrangers dans leur propre famille et dans le propre village ou communauté. Et ils ont pris des stratégies néfastes pour s'en sortir. L'alcool, la toxicomanie, la violence, etc. Ils ont pris des moyens, ils se sont mariés, la violence est là, même l'inceste avec leurs enfants. En tout cas, toutes les histoires d'horreur, c'est ça que ça a donné comme résultat, les pensionnats. Nous le vivons actuellement. Puis c'est intergénérationnel. Puisque toi, tu n'as pas connu l'amour, en fin de compte, c'est un mimétisme, là. Tu reproduis ce que tu as vécu dans les pensionnats. C'est une reproduction. Tu le reproduis chez toi. Et les enfants récents, là, ça fait que ça devient intergénérationnel, ce problème-là. Nous sommes en période de guérison, mais le chemin est ardu. Beaucoup, au moins dans ma communauté, au moins, on est 4000, mettons au moins 1000 qui sont sans drogue et sans alcool. Actuellement, il y a une hausse pour l'éducation. C'est sûr qu'avec l'éducation, ça a baissé. Maintenant, nous sommes à une hausse, là. Ça remonte, là, tranquillement, pas vite. Il y a très peu, je pense qu'on est seulement 4% de la population. Pour la maîtrise, je pense qu'on est trop 4, là. Pour un bac, je pense que c'est maintenant rendu 5 à 7%, si je ne me trompe pas. Pour un baccalauréat à l'université, là. Maîtrise. L'autre fois, il y a quelqu'un qui me dit, vous êtes seulement 4 Jean-Dac. Ah, bon, je ne savais pas, c'est. Parce que moi, je trouve que l'éducation, c'est un moyen de s'en sortir, c'est un moyen de militer à armes égales. Parce qu'on connaît la société de l'autre, on connaît les lois, on connaît, etc.
Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et justement, dans votre poésie, ne serait-ce que par le haïku que vous venez de lire et qui est extrêmement fort, à travers ces quelques mots par lesquels vous décrivez une scène d'une extrême violence, mais en même temps avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de pudeur. Et on a l'impression dans l'ensemble de ce que nous avons découvert de votre œuvre que cette dualité entre essayer d'aller au-delà de ce que cette expérience et des pensionnats et de la violence systémique contre les Inuits et toutes les Premières Nations, accéder à l'éducation, comme vous le dites, être un chaman contemporain. Il y a en permanence ce souci de vivre cette dualité qui vous a été en quelque sorte imposée, qui est souvent perçue comme une tension, mais qui pourrait être aussi un moyen de réconciliation. Alors, pour vous, aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle où on a l'impression de l'extérieur que commencent à être reconnus les torts de ceux qui ont oppressé les Premières Nations, que commence à être reconnue l'horreur des pensionnats et des victimes, etc. Est-ce que cette perception de la dualité a changé? Et qu'est-ce qui vous semble qui reste à faire? Et qu'est-ce qui vous semble qui a changé ou qui a pu avancer? Il y a encore beaucoup de chemin à faire, ne serait-ce que la loi sur les Indiens. Comment qu'on peut ôter ça de notre vie, comme par exemple les cris qui ont été traités, là? On ne s'entend pas actuellement. Parce que la loi sur les Indiens régit notre vie de la naissance jusqu'à notre mort. Même il régit pour nos enfants, là. C'est une partie de mon poème, Inushko, c'est la femme Innu. Comme un animal, je dois légitimer ma descendance. Sans pur, sans impur. Je ne suis même pas libre d'aimer à ma façon. Vous savez, quand il y a un chien, il y a son petit médaille, hein, et il y a un papier qui dit il est de sang pur. Ben, nous autres, c'est la même chose. Avec ma carte indienne, je dois prouver mon pédigré. Là. Mon père, c'est tel, c'est tel. Mes enfants, pareil. Là. Mais la loi sur les Indiens régit jusqu'à notre mort. Parce qu'on passe par la loi, par le gouvernement fédéral quand quelqu'un est décédé. Ça va loin, hein? Fait que là-dessus, actuellement, on essaie de se sortir de ça. Mais je pense que c'est plus l'autre génération, moi, qui vont faire ce boulot. Premièrement, ils sont plus scolarisés. Ils sont capables de vivre dans les deux mondes aussi. Et peut-être de vivre davantage la réconciliation. Hans, tu voulais poser une question? Réconciliation, je trouve le terme est fort. Moi. Comment peux-tu te réconcilier quand le cercle de confiance a été brisé? Je crois qu'il faut commencer autrement. En premier, recréer le lien de confiance. Je trouve le terme est fort. Moi, c'est très rare que je l'emploie. Je trouve le terme est fort. Se réconcilier effectivement. Avec tous les impacts qu'on a, là, ce qu'on vit. Dernièrement, il y a une femme à Atikamekw qui est décédée. Là. Madame Chicoine, là? Non. Oui, c'est ça. Joyce. Elle est morte dans l'indignité humaine. Là. La manière que... Ah non, bon, je vais pleurer, ça va bien. Je ne sais pas comment dire. Mais t'écoutais ça sur Facebook, là, tu voyais, là, que ça fait mal au cœur. C'est être traité de cette manière-là. Je pense un animal, moi j'amène mon animal, puis je paye pour l'animal. Il était mieux traité que elle. Elle est vraiment morte dans l'indignité, puis la manière qu'elle a été traitée par les infirmières. C'est ça, la discrimination systémique ou le racisme systémique, là, que le gouvernement du Québec ne reconnaît pas d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Nous autres aussi, on a besoin de penser nos blessures, de se guérir. Déjà, je trouve que
Personnellement, je trouve qu'on a déjà fait un grand pas. Moi quand j'étais jeune, j'ai 64 ans pour ça. Puis j'ai marié un Blanc-Bec, un Québécois. Quand j'étais jeune, moi, je n'étais pas fier d'être Inou. Du tout. Tandis qu'aujourd'hui, je trouve que les jeunes, ils ont cette fierté-là. Les jeunes, là, ils l'ont. Je les vois dans la communauté, ils se promènent avec leurs bottes, des bijoux. Je suis bien content de voir ça. Moi, il a fallu que je prenne un recul puis que je refais mon histoire traditionnelle de tradition orale chez moi, ma culture Innu, et comprendre les lois, l'assimilation, qu'est-ce qu'elle fait de moi. Pour me réapproprier l'empowerment, pour me réapproprier puis réaffirmer mon identité Innu. Il a fallu vraiment que je fasse tous ces, excusez-moi, tous ces contextes-là. Ça a été mon cheminement, ça. Aujourd'hui, je suis fier d'être Innu. Ce qui n'était pas là, j'aurais pas porté des bijoux de même, là. Si j'aurais pu me blanchir à l'eau de Javel, je pense que je l'aurais fait. C'est un parcours que j'ai fait, puis à la dure. On va dire ça comme ça. C'est des apprentissages à la dure, mais combien bénéfiques. Effectivement. Hans, tu voulais poser une question? Oui, merci. Merci, Jeanne-D'Arc. Merci pour votre force, pour votre résistance, pour votre parole, parce que je crois que c'est très important de reconnaître ces positions de ne fait pas en réconciliation, mais trouver des autres manières de recommencer. Mais je voudrais savoir, au Mexique, le discours du métissage a été utilisé pour effacer les peuples originaux, les Premières Nations du Mexique. Et je ne sais pas comme ce discours du métissage a été vécu et critiqué dans la communauté Innu. Oui, nous le vivons actuellement. Exemple, la loi sur les C-31, c'est des luttes des femmes qui ont marié des Blancs comme moi, qui leurs enfants n'étaient pas reconnus, ni la femme perdait son numéro de banque. Donc, il n'était plus membre de la communauté, là, il était exclu de la communauté à cause qu'il était marié avec un Blanc. Ces enfants n'étaient pas reconnus comme de statut indien aussi. Ça a été une lutte féministe. Et les C-31, ils ont eu bien de la difficulté quand ils ont rentré chez nous. Nous autres aussi, on est racistes, tiens. On va dire les mots tels qu'ils sont, là. Oh. C'est pour ça que je dis sang pur, sang impur, là. Je me bats même après mon propre conseil de bande, là. C'est la même chose pour... Il y a une loi, mon Dieu, j'espère que je l'ai. Je pense que c'est la loi Estro qu'on appelle. Parce qu'il y en a qui ont été oubliés lors de cette loi C-31, il y en a qui ont été oubliés. Ben là, il faut qu'ils rentrent dans la communauté. Et puis, c'est deux discours que tu entends, là. C'est deux discours que tu entends. Il y en a qui sont pour, moi, je suis pour. L'autre fois, puis moi, je travaille beaucoup, je suis consultante, j'ai une maîtrise en gestion et développement des organisations, j'ai un bac en études autochtones, anthropologie et intervention communautaire. Puis, je travaille avec les élus beaucoup en arrière-plan, à titre de leader invisible. C'est le rôle que je joue et que j'ai plus de force en étant invisible que visible, en tout cas. Ça, je te le garantis. Puis, ils me font venir pour avoir mon avis là-dessus sur le Estro. Là. Moi, je dis qu'on devrait les inclure. C'est pas un débat à faire, là. C'est un droit qu'ils ont. Mais là, je suis devant le chiffre et les conseillers, là, ils sont tous là. J'ai dit, c'est sûr, j'ai dit, là, ils me regardent, j'ai dit, vous devez trouver que je suis biaisé, puisque j'ai des enfants métis. J'ai dit, moi, je pars à partir de mon regard biais, là. Je suis biaisé, oui, mais je le regarde comme ça. Puis là, il me dit, mais elle dit, ils ne connaissent même pas la culture. J'ai dit, on a des grandes avancées en éducation actuellement. J'ai dit,
Vous avez des gros budgets pour la culture, vous montez les enfants, puis vous faites plein d'activités. Mais j'ai dit, pourquoi qu'on ne ferait pas un cours d'immersion quand ils ont leur numéro de banque? Un peu quand tu rentres dans un pays, là, il faut que tu saches c'est quoi le Canada, par exemple. Là. Je fais de parallèle avec ça. J'ai dit, on pourrait faire ça. J'ai dit, ils connaîtraient au moins c'est quoi la culture, c'est. J'ai dit, ils ont des droits, comme tout le monde. Là, il y en a un qui dit, moi, je suis moins d'accord là-dessus. Mais le chef me dit ça, il dit qu'il est moins d'accord. Mais j'ai dit, je suis désolé, j'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour toi, mec. Tu le sais. Puis j'ai dit, puis tu me demandes, j'ai dit, tu veux-tu la vérité ou tu veux des mensonges? Jean-Dac a dit, si je te fais venir, c'est que je vais avoir ton avis. Là. Mais j'ai dit, je vais la dire. J'ai dit, ta femme, là, c'est une Lelièvre. C'est une métisse 100%. Elle a les cheveux très pâles. J'ai dit, et pourtant, elle dirige l'éducation à haut niveau, là. J'ai dit, tu regardes le DG, c'est M. Fontaine. Sa mère est une blanche. Tu regardes l'emploi. Son père, j'ai dit, mais ton père, c'est un commandant. Là, il faisait partie de l'armée. J'ai dit, on est déjà métissés. J'ai dit, tous les dirigeants ici, ils le sont, là. J'ai dit, j'en vois pas un qui est pas, là. J'ai dit, c'est la force du métissage. J'ai dit, ces personnes-là ont été très hautes études. Même ma cousine est avocate, puis elle a un MBA en administration, là. J'ai dit, même Nancy, j'ai dit, c'est ma cousine. Elle est métissée. Son père, c'est un Québécois, hein. C'est un Ontarien. Non, c'est un Ontarien. J'ai dit, mais c'est la force du métissage. J'ai dit, moi, je pense qu'il faut prendre ça comme une force. Parce que j'ai dit aux autres, ils sont capables, dans leur ADN, là, ils sont capables de jouer dans les deux mondes, là, sans problème. Ils sont nous, ils sont Québécois en même temps. J'ai dit, ils sont bien. Là, il est là, puis il me regarde, tu sais. Fait que je finis mon speech. Hein. Mon mari, c'est un Québécois. Puis là, il me dit, puis Jean-Dac a dit, comment ça a été? J'ai dit, je sais pas. J'ai dit, je pense que j'ai perdu mon mandat. J'ai dit, je pense que je vais être dehors, ça. J'ai dit, la manière qu'ils m'ont regardé, là. Mais ça restait de même, là. Mais tu vois, c'est cette dualité-là. Puis avant, avant le premier contact, on n'était pas racistes, là. On discriminait personne. On a même sauvé ces Québécois-là qui veulent nous tuer aujourd'hui, là. Ils n'auraient pas survécu sans nous. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Oui, merci beaucoup. Okay. On a été frappé, Jean-Dac, par le fait que vous ayez choisi, de manière si magistrale d'ailleurs, d'utiliser le haïku, parce que finalement, le haïku est aussi une forme culturellement marquée, venue d'Orient, mais qui évidemment peut fonctionner à un niveau plus universel. Et le fait que ce soit une femme Innu qui écrit des haïkus en français et en Innu et qui est étudiée par des Mexicains, ça nous semblait intéressant. Pourquoi le choix du haïku? Au-delà des raisons poétiques, on va dire. Premièrement, c'est arrivé, il y avait un camp ici, un camp haïku à Bécmou. Que moi, j'ai été suivre ça. J'ai été, on m'a invité à y aller. Mais j'ai adoré la manière d'écrire le haïku parce qu'elle rejoint notre visuel. On est des êtres visuels. La manière qu'on décrit les choses, ça rejoignait ça aussi. Je pense, si je ne me trompe pas aussi, c'est de la pensée circulaire aussi, les Japonais. Fait que c'est de ce côté-là, ça me rejoignait, malgré que le niveau de difficulté est très élevé pour écrire un haïku. Hein, parce que l'objectif que ça fasse, wow, il faut qu'il y ait un impact. Le haïku, avec seulement quelques mots, là. 5 mots en haut, 7 au milieu et 5 en bas. Ça, j'ai aimé le défi. Puis, j'avais été 1, 2, 3, j'avais été suivre une formation à Poicanamuk. Puis, il y avait un groupe ici à Sept-Îles. Ça fait que ça a alimenté cette passion-là du haïku. C'est pour ça qu'on a écrit, c'est grâce à Francine Chicoine, qui d'ailleurs a été extraordinaire avec nous. Là. Parce qu'au début, Francine, elle a pensé qu'on allait faire décrire des fleurs, c'est le territoire. Mais là, j'ai dit, bon, c'est pas ça que je veux, c'est ça, là. Moi, j'écris pas, là. J'ai dit, moi, je veux dénoncer. Puis là, il nous dit, mais vous n'êtes pas rendu là.
C'est dans notre cheminement, là. On n'était pas rendu pour faire ces échos politiques, là, parce que, ben, on a réussi ou la main, là. Des fois, écrire un écho, ça prend, Pourquoi? des fois, ces pauvres petites phrases-là, si petites, là, des fois, ça peut te rendre un mot pour bien l'ajuster, là. Sans aucun doute, on l'a perçu à notre lecture et on se posait justement la question de pourquoi la poésie, alors qu'il y a justement cette volonté clairement fondée de dénoncer, de faire voir. On aurait pu penser à des écrits politiques, à un engagement sur d'autres arènes, on va dire. Ouais. Donc, pourquoi la poésie? Pourquoi la littérature dans ce cadre-là? Pourquoi la littérature autochtone est en émergence, ici au Canada et au Québec? Elle est moins reconnue, mais je pense qu'on va faire notre place. C'est une tribune qui est ouverte à nous. Et avec nos propres référents, hein, parce que la mémoire collective avec les Québécois ou avec les Canadiens, c'est complètement différent, là. Je pense que la méthodologie, au point de vue discoursif, je pense qu'on va avoir notre tribune à nous. C'est une section à nous. Il va y avoir la littérature québécoise, mais il va y avoir la littérature autochtone qui va être analysée autrement. C'est ce que je pense, c'est une tribune à prendre. Puis, à un moment donné, j'étais justement en conférence, je disais, là, je ne le dis plus, là. Je le dis, c'est une voix pacifique, c'est. Moi, c'est comme ça que je le voyais, là. Maintenant, je ne le dis plus, mais je vais le dire à vous autres. Et il y a quelqu'un qui lève la main et qui. Jean-Dac a dit, tu trouves que c'est pacifique? J'ai dit oui. Mais il me dit, mais tes mots tuent. C'est comme ça que cette personne-là, c'est une Québécoise, là, elle a dit, Jean-Dac a dit, mais tes mots, elle a dit, ils nous tuent. Ah, j'ai dit, ah oui? Elle a dit oui. Mais j'ai dit, ça doit être signe que je suis dedans, que ce que j'ai écrit, ça a de l'impact. Parce que moi, j'ai dit, quand j'écris, je veux que tu comprennes ma réalité, là. Puis je veux que tu comprennes que j'existe. Je suis là. J'ai toujours été là. Et je veux que tu comprennes que ce territoire-là du Québec, elle n'a jamais été cédée. Elle m'appartient. Je suis le premier peuple de ce pays du Canada. Et moi, c'est ça que je veux que vous compreniez. Je dis, on a été colonisé. Pas conquis, colonisé. C'est différent. On sent cette force et cette volonté de percer et d'occuper cette tribune. Louis, s'il te plaît. Oui, bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous écouter. Moi, je suis aussi d'accord avec votre posture de la non-réconciliation. Je crois que comme peuple, comme Première Nation, vous n'avez pas les besoins et la responsabilité de se réconcilier, non, avec ces exercices de pouvoir violents. Mais je crois que vous avez commencé un mouvement de réconciliation avec vous-même, non? De vous Je pense que c'est le premier mouvement à faire. C'est nous autres de guérir nos blessures. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le premier. Avant de pardonner à l'autre, nous autres, on doit être bien. Avec la spiritualité autochtone, quand je parle de la voie rouge, c'est ça. La voie rouge, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée. Tu l'appliques à tous les jours, là. Oui, c'est vrai. Et c'est très puissant en réalité. Mais comme nous avons déjà commencé à parler avec à propos de la littérature, je préparais aussi une question qui peut-être vous intéresse, je ne sais pas, j'espère. Mais oui, on a eu l'impression, en vous lisant, que pour vous, la littérature n'est pas comme une opportunité qui vous a été offerte, c'est-à-dire en reprenant cette notion, non, de la littérature très entre guillemets francophone, ou bien de la littérature française. La littérature dominante. Oui, qui sauve, non, qui donne les paroles à ces peuples qui n'ont pas parlé. Je crois que c'est une notion très paternaliste, aussi très violente, mais je ne sais pas. Et pour bien à cette rare, nous avons noté aussi que pour vous, écrire, c'est plutôt comme un combat, c'est plutôt comme un conquête, non? Et justement, je ne sais pas, nous aimerions savoir si vous étiez comme d'accord avec notre lecture.
Euh, oui, effectivement. Ma poésie, elle est politique. C'est un engagement politique. Je suis une féministe. Et c'est comme ça que j'écris. C'est pour dénoncer. Je dénonce ma réalité. Je dénonce ma réalité de femme opprimée, celle qui est prise dans un petit lopin de terre, là, dans une réserve, là, un genre de ghetto. Puis je trouve que la poésie, la littérature ouvre cette voie-là. Tu atteins une autre sorte de clientèle, si on peut dire ça, si on peut appeler les clients, là, les lecteurs, une autre section d'auteurs, de lecteurs que tu atteins. Ça te donne des tribunes aussi partout. Exemple, vous êtes des universitaires, n'est-ce pas? Hein? Hein? Ben là, je suis à l'université. À l'université. Je donne la parole à des jeunes. Ça nous ouvre des tribunes. C'est toutes tribunes confondues. C'est une voie qu'on doit prendre. Je pense qu'il y a plusieurs moyens de militer. Avec mon âge, moi, je ne marcherai pas des kilomètres. Là. La poésie me donne le choix de mes mots. Je suis capable, je crois au poids de mes mots. Et justement, vous maniez les mots d'une manière extraordinaire. Dans les haïkus, effectivement, il y a une concentration, une condensation qui produit des images, qui produit des sensations. Et on se demandait, dans votre façon d'écrire, votre façon de créer, il y a cette part très, on va dire, rationnelle, même si ce n'est pas tout à fait le terme, pour créer, pour se plier à la structure du haïku. Et en même temps, vous donnez une forte place au chamanisme, à la transformation, au songe. Alors, comment concilier la vision japonaise de la poésie à travers le haïku avec cet univers qui a à voir avec les ancêtres aussi, et toute cette vision du monde, la voix rouge, les songes, la magie, etc. C'est que c'est mes référents. C'est mes référents à moi. C'est ma culture à moi. C'est ma descendance, c'est mon ADN. On va dire ça comme ça. Hein. Moi, j'écris à partir de ça, là, à partir de mon ADN. On va dire ça comme ça, on va aller loin. Là. C'est mon ADN. J'écris avec ma tête, mon intellect, parce que je suis quelqu'un d'intelligent, même s'il me traitait de sauvage. Au début, je suis très intelligent. J'écris avec mon cœur et mes tripes. C'est ces trois affaires-là qui relient, donc, un peu comme la roue de médecine. J'ai mes propres symboles et j'écris à partir de mes symboles à moi. Je joue avec ces métaphores-là pour communiquer avec l'autre, pour dire à l'autre aussi que ma mémoire collective, elle est complètement différente de la tienne, là. Parce que c'est deux mondes parallèles jusqu'à date. C'est comme ça que je le vois, parallèles. On ne marche pas ensemble. Quand tu parlais de réconciliation, c'est marcher ensemble. Actuellement, on est deux mondes parallèles, deux visions différentes. On a vu chez d'autres poètes que, par exemple, en raison de cette histoire avec les pensionnats indiens, le refus pendant très longtemps de la langue Innu, etc., elles avaient dû récupérer, se réapproprier la langue Innu. Alors, j'aimerais savoir, dans votre cas, comment ça s'est passé, d'autant plus que vous êtes marié à un Québécois. Est-ce qu'il y a eu aussi une phase de votre vie où vous n'avez plus parlé la langue Innu? Est-ce qu'elle a été présente tout au long de votre vie? Pourquoi écrire? Elle a toujours été présente au point de vue de l'oralité. Où qu'il y a eu une cisure, c'est quand ils ont décidé d'uniformiser la langue Innu. C'est de l'écrire, là, je suis perdu, moi, là, je ne suis pas capable. Exemple, quand j'écris, moi, je fais affaire avec une linguiste, là. Est-ce que ce mot-là, est-ce que ça a du sens que j'écris ici? Parce que j'ai perdu, même mon nom, là. Mon nom, moi, je le marque Handak, S-H-A-N-D-A-K. C'est pas correct, ça. Il fait pas partie de l'uniformisation de la langue. Avec l'uniformisation de la langue, ce serait S-H-A-N-I-T-E-T-A-K. Moi, je ne le suis pas. Parce que
Moi, j'ai été élevé, c'est ma mère adoptive. Elle, quand elle m'écrivait, parce qu'elle écrivait en langue inou, elle marquait toujours mon nom comme ça. C'est à son honneur à elle que j'utilise ce nom-là. Je l'honore. Grâce à elle, je suis rendu là où que je suis. Parce que je ne sais pas si vous le savez, je suis une alcoolique toxicomane. Hein. J'ai été 10 ans comme un ours d'hiver. Hein. J'ai été perdu, moi aussi. Je m'en suis sorti depuis 25 ans. Comme de quoi il est possible de s'en sortir. J'ai connu ce chemin-là aussi dur est-elle. Là. La violence conjugale aussi. J'ai même le nez cassé encore aujourd'hui. Tu sais, quand je donne des conférences, des fois, je suis invité parce que je suis une féministe, avec des femmes qui vivent la violence. Je dis, moi puis mon mari, on s'est tellement aimés, là. On a tous les deux le nez cassé ici. C'est comme ça que je présente la chose. Bon, c'est comme ça que je présente la chose. Il faut avoir de l'humour aussi. Le pardon était là, on a repris ensemble. Il a suivi une thérapie pour les hommes violents. Moi, j'ai arrêté de l'alcool et de la toxicomanie. Ben, moi, je me dis, l'amour est plus fort que tout. Que veux-tu que je te dise? Il est possible de s'en sortir. J'ai la question si qu'est-ce que c'est en tant que femme le territoire, si vous aussi trouvez le territoire dans la corporalité et aussi si vous resignifiez le mot territoire pour se sauver de cette histoire de colonisation. Okay. Ben, premièrement, ils nous ont tout ôté. Ils ne reconnaissent pas notre territoire. Ils nous ont mis dans ce qu'on appelle maintenant l'Inouassi, qui est la réserve. J'aime pas le terme réserve, qui est la communauté. C'est un petit lopin de terre. Là. Tandis que avant le premier contact, puis même encore aujourd'hui, mes ancêtres étaient des nomades. Ils ont parcouru jusqu'au Labrador, ils ont été... c'est ça. Puis il y a un territoire que c'était à eux, ils étaient là. Mais ce territoire n'est pas reconnu. Il est toujours revendiqué encore aujourd'hui. C'est des combats, mais maintenant, c'est rendu en justice. On gagne nos causes à cause de la loi sur les Indiens. C'est pour ça qu'on y tient. C'est en dualité, ça aussi, la loi sur les Indiens. Elle nous protège et en même temps, elle nous opprime. Le territoire, pour nous, c'est notre ancrage. On est ancré, on ne fait qu'un avec ce territoire-là. Même aujourd'hui, avec la contemporanéité, il y a beaucoup de monde qui ont des chalets où qui étaient leurs ancêtres. Lors des vacances, au lieu d'aller en Floride, aux autres, ils vont aller en territoire. Le territoire, on est en osmose avec le territoire. Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut, là. Tu es un enfant du territoire. Les femmes, en tant que féminines, ils sont les gardiennes du territoire. C'est toujours au point de vue écologique qu'ils vont défendre. Exemple, une mine veut s'installer là, ou Hydro-Québec veut faire un barrage. Ben, c'est les femmes qui vont aller se battre habituellement parce qu'ils sont les gardiennes du territoire. Les femmes, ils ont des enfants, c'est tous eux qui tiennent. Même si ce n'est pas reconnu, mais ils détiennent ce pouvoir-là. Parce qu'anciennement, on était matriarcal. Hein? Avant le premier contact, on était matriarcal. On était une société matriarcale qui, par la loi sur les Indiens, puis avec l'avènement de l'endoctrinement sans précédent de la religion, là, ça a tout viré de bord. Avec l'imposition des conseils de banque, parce que c'est une gouvernance imposée là, par l'État, par notre papa, le gouvernement fédéral. Fait que les femmes ont perdu leur place. Là. C'est à reconquérir ça aussi, même chez nous. Ça fait que quand tu parles de dualité, autant je me bats chez moi, autant je me bats pour l'autre. Là. C'est ça ma vie. Puis le territoire, c'est un ancrage. On tient notre force sur le territoire. D'ailleurs, quand j'ai lu un poème, c'était Nigawi-Assi. Hein? Nigawi-Assi, c'est la terre-mère, c'est le territoire. C'est le Nitassinan. Tu sais. Nous, on l'appelle le Nitassinan Anino, notre territoire.
Ce que vous dites fait écho à votre haïku dans S'agripper aux fleurs. Femmes autochtones en marche vers Ottawa, à leur tête une aînée. Oui. Alors, justement, vous parliez de féminisme et vous venez de parler de l'organisation matriarcale qui était en vigueur avant l'arrivée des colons. Est-ce que quelle est la place des femmes Innu aujourd'hui? Parce qu'elle a dû changer, justement. C'est à reconquérir. C'est un terrain à reconquérir, à reprendre notre place. Parce que, exemple, ici, on est très avancé ici à Sept-Îles, mais on n'a pas la parité pour les élections. Par exemple, maintenant, ils sont 6, 3 femmes, 3 hommes. On n'a pas ça. Tandis que Mingan, ils l'ont, il y a d'autres communautés qui l'ont. Là. Mais chez nous, on ne l'a pas. On a. C'est comme. Ma vie, c'est dans mon monde à moi, puis dans le monde de l'autre. Les luttes se font comme ça. Mais par contre, ils vont reconnaître le leader invisible. Là, parce que moi, je joue ce rôle-là depuis des années. Puis bien des fois, ce que tu entends, ce que le chef dit, c'est mes idées. Ça fait que moi, je me dis, je suis plus forte là que d'être chef ou conseillère. Hein. Je ne voudrais pas être conseillère de toute façon. C'est un don de soi. Déjà, je trouve que militer, des engagements sociaux, c'est un don de soi. Mais quelqu'un qui est dans la politique, c'est un don de soi au-delà c'est quasiment de la transcendance. Là. Ça va loin. Ils n'ont pas de vie, ce monde-là, parce que moi, je travaille avec eux autres, c'est 24 heures sur 24. Est-ce que tu travailles pour le bien commun? Toi, tu t'oublies complètement. Là. Et à l'intérieur de votre vie, dans votre travail, dans votre création poétique, actuellement, par rapport et à votre création et à votre vie quotidienne, on va dire, quelle place occupe justement la question des rêves, des songes, de la spiritualité? Ben, la spiritualité, elle fait partie intégrante de ma vie. La spiritualité, ça va aussi avec tous tes artefacts, on va appeler les artefacts tes objets. Exemple, le bâton de parole, c'est un artefact, un tambour, la sauge, pour te purifier. Ton code de conduite, au point de vue éthique, ça aussi, ça joue. Il faut que tu sois correct quand tu es sur la voie rouge. Tu es un modèle. Donc, toutes tes actions sont correctes aussi. Moi, dans une journée, je me lève le matin, puis bien des fois, je vais me purifier, avec la sauge, et je demande au Créateur que mon chemin soit droit aujourd'hui. Je veux me coucher la nuit. Le soir, quand je me couche, je vais être bien. Puis je demande aussi que je sois bien dans ma journée. Puis surtout que je ne fasse pas du mal à personne. Surtout par mes paroles. C'est un mode de vie. Ça fait partie... c'est pas une religion. C'est une façon de vivre. Ça se répercute dans ta vie au quotidien. Et la spiritualité autochtone, ils nous appellent maintenant les traditionnalistes, hein, c'est une réappropriation aussi de notre cosmogonie qui nous a été ôtée par la religion. C'est une réappropriation culturelle, identitaire, etc. Parce que pour militer, il faut que tu sois bien avec toi-même. Il faut que je sois bien comme femme Innu. Sans ça, je ne peux pas militer. Il faut que j'ai cette fierté. Parmi les objets, vous avez cité le bâton à parole, la sauge, le tambour. Et là, vous venez parler de cosmogonie. On est parti du territoire. À l'intérieur de cette cosmogonie, nous, on a perçu, par exemple, la mention au caribou. Il y a aussi la question de la rivière. Quels sont les éléments centraux de cette cosmogonie que vous cherchez à vous réapproprier? Lors du premier contact ici, l'Innu, il y avait l'ingéniosité technique grâce au caribou. Il a survécu grâce au caribou. D'ailleurs, on le chasse moins aujourd'hui. Il est en voie de disparition.
par respect, pour honorer ce caribou-là, on a embarqué là-dedans, parce qu'on le respecte. Sans le caribou, on pense qu'on n'existera pas. On va perdre notre culture. Toute notre culture vient du caribou. Exemple, le tambour. Quand tu fais un toboggan, tout le filage, ça vient de la peau du caribou. Pour t'attendre avant le premier contact, c'était en caribou. Tes raquets, qui peut être rond ou comme ça allait avec la densité de la neige. Il fallait être intelligent, Titi, pareil, là. Vous êtes d'accord avec moi? Et, moi, je trouve qu'on avait cette ingéniosité-là. C'est grâce au caribou qu'on a survécu. Et le caribou, très important, là, très important dans nos référents. Et tous ces éléments que nous venons de mentionner, comme la spiritualité, le territoire, aussi, ce sont des éléments que vous partagez avec une communauté de poètes femmes. Je ne sais pas si c'est une manière de les revendiquer de manière individuellement ou avec une collectivité avec elles. Ben, premièrement, comment je dirais ça, tu te positionnes toi en tant que moi, individuel, mais j'ai toute ma collectivité aussi. Tu sais, il faut que ça converge ce que la communauté femme veut et ma communauté et ma nation Innu. Est-ce que tu comprends les stratégies? Hein? J'ai ma propre pensée, la manière que ma vision, mon rêve, mes songes, la manière que je vois les choses, mais il faut que ça converge avec les femmes, parce que je suis une féministe, mais il faut que ça converge avec ma communauté aussi. En respect de qui que je suis. Quand présentement, j'ai une tribune avec vous autres, moi, la manière que je vois, la manière que je perçois les choses, je suis une ambassadrice de la nation Innu. Donc, il faut que j'honore qui sont. C'est très intéressant. Les rôles de la femme, non, dans la récupération de l'oralité, si on veut dire, de la tradition. Et justement, j'aimerais savoir votre opinion sur ça. Quel rôle vous donnez à la femme dans la récupération, non, de cette oralité? La femme joue un rôle central dans l'oralité de la langue, dans la préservation de la langue, car c'est elle qui élève les enfants. C'est pas l'homme, c'est la femme. C'est la femme, quand elle vient direct avec les enfants, c'est la femme qui décide, fait qu'elle a un rôle central. Un rôle central dans la préservation de la langue. Donc, nous sommes particulièrement touchés par la possibilité, le privilège, le plaisir de vous accueillir. Je tiens à remercier officiellement le Centre de la francophonie des Amériques qui nous soutient tout au long de ce projet. Ah, mon Dieu, j'étais enchantée d'être invitée. J'étais toute heureuse, en tout cas. Ça m'a fait vraiment plaisir. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de vous entendre. Votre voix s'associe et tressée à d'autres voix que nous avons déjà entendues. Nous vous tiendrons au courant des suites parce que, par exemple, dans les jours à venir, nous allons faire un entretien avec une jeune poète de Oaxaca, une poète autochtone, Nadia Lopez Garcia. C'est une poète qui a 30 ans et qui a obtenu beaucoup de prix, ce qui est rare pour une femme et pour une femme autochtone et pour une femme jeune. Et elle a réussi à faire entendre sa voix de manière très large. Et en plus, elle a étudié à la faculté de lettres dont nous faisons partie. Oh, super. Oh, quelle belle référence. Un beau modèle. Nous la reconnaissons comme une sœur, moi comme une fille. Et nous avons... Et le fait de vous mettre tout ensemble
d'avoir la chance de penser à l'inauguration du site de la chaire dans lequel on aura l'occasion de découvrir votre voix à côté des voix de poètes anglophones et de poètes hispanophones. Et je pense que le concert que cela va donner et les étincelles que cela pourra faire jaillir, les réflexions que cela va encourager, je suis convaincue que nous avons la chance de participer à un beau projet. Ah ouais, c'est une ouverture au monde. Les jeunes qui sont là, c'est une ouverture au monde. Une autre façon de percevoir les choses aussi. Qu'on n'aurait jamais eu la chance, même dans les années 1980, d'être ensemble. On voit l'évolution. Moi, je le vois en tout cas. Pas dans les années 80, jamais j'aurais été invité comme ça. Là. On aurait dit, bord et long. En tout cas, nous vous remercions infiniment de votre disponibilité, de votre gentillesse. Nous tenons à vous remercier aussi de vos paroles, de votre poésie que nous avons partagée et qui nous a en même temps fait très plaisir et ému. Et ça J'ai fait tout bouger répondu les aux choses. questions que vous vouliez, oui. Ah bon, okay. Oui, c'était plus